Bon, avant toute chose, je vous souhaite à tous, bien sûr, une bonne année. Hein, une bonne santé aussi, tant qu'à faire, vu le contexte. Théoriquement, la semaine prochaine, on reprend les cours en classe entière. Donc, je dis bien théoriquement parce que si vous suivez un peu les informations, vous savez que c'est un peu aléatoire. Donc, voilà, pour l'instant, on repart en cours complet. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Ah oui, mercredi, on n'a pas de TP. On recommencera les TP la semaine prochaine. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Ah, si. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui se débrouille bien en gestion de la vidéo par informatique? Bon. Parce que vous avez remarqué que la vidéo d'avant les vacances, en fait, vous aviez eu que la fin. Tout simplement parce que la première partie, j'ai eu une interruption d'ordinateur. Je ne sais pas à quoi c'est dû, puisque ça craquait et puis après, c'est revenu tout de suite. Résultat, j'ai bien la vidéo, mais donc 1 heure, je ne sais plus, 1h15, 1h20, je ne sais plus exactement combien de temps ça a duré. Donc j'ai la vidéo, mais elle est inexploitable. C'est-à-dire que dès que je veux l'ouvrir, c'est pas possible. Et donc en me renseignant, j'ai fini par comprendre pourquoi. Hein. Comme il a été arrêté brutalement, il n'y a pas le script de fin de fin de fichier, mais il paraît que c'est récupérable. Donc voilà. Du coup, il vous manque une partie de cours. Je vais essayer de voir, j'ai passé quand même un certain temps dessus déjà, et je suis pas très bon en informatique. Donc je vais voir si je peux récupérer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. On ne fera pas de devoir tant que les problèmes de présence, absence, etc. ne sont pas un peu stabilisés. Donc, on ne fera pas de devoir la semaine prochaine, alors que théoriquement, c'était le jour du devoir. Enfin, on ne fera pas de devoir cette semaine ni la semaine prochaine. On en fera peut-être un dans 15 jours. Ça va dépendre de ce qui va se passer. Et qui portera à ce moment-là sur ce qu'on est en train de faire, enfin, ce qu'on a fini, c'est-à-dire la partie satellite, et puis ce qu'on a commencé la dernière fois, la partie chimique, et donc on va continuer aujourd'hui, mercredi, et normalement qu'on aura fini à la fin de la semaine, parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça à savoir faire. Voilà. Des questions? Non? Alors, on y va. On est donc sur notre chapitre de cinétique chimique. Et j'avais fait un grand temps de présentation de manière à préciser ce que c'était que la cinétique chimique. C'est bon, tout le monde y est? Alors, qu'est-ce que c'est que la cinétique chimique? Oui? Voilà. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête, c'est que la cinétique chimique, c'est l'étude de l'évolution temporelle du mélange réactionnel. Donc, on va voir comment évoluent les quantités de matière des réactifs et comment évoluent les quantités de matière des produits. Et ça, quelque part, on sait déjà. Sans aller chercher des trucs compliqués. La quantité de matière des réactifs, en fonction du temps, elle va évoluer comment? Ben ouais, elle va diminuer. Et du coup, la quantité de matière des produits, elle va augmenter. Donc, ça, c'est les deux idées. Avec quand même aussi, en plus, qu'il y a un lien entre la quantité de matière des réactifs et la quantité de matière des produits. Donc, j'avais rappelé, ça, c'est pas la peine de le noter, hein, on l'a déjà vu, à partir de l'équation de synthèse de l'ammoniac, j'avais rappelé deux choses. La première, c'est l'équation des proportions de la réaction telle qu'on a l'habitude de l'utiliser. Celle-là, je ne la réécris pas, c'est pas la peine. Mais j'avais rappelé aussi la deuxième écriture
de la relation des proportions d'équation bilan. Celle qui correspond à la ligne intermédiaire du tableau d'avancement. Et là, il faut bien se souvenir de ce que ça signifie, ça. Bien se souvenir que ça veut dire que je fais réagir 3 molécules de H2 avec une molécule de N2, c'est-à-dire que je casse toutes les liaisons covalentes. Ensuite, je reforme les liaisons covalentes et ça me donnera 2 molécules d'ammoniac. Et donc, ça se traduit par l'équation de proportion qui est la même, fondamentalement, que celle qu'on a vue, c'est-à-dire nombre de moles de N2 sur son coefficient stoichiométrique, sauf que ici, je suis en cours de réaction, et nombre de moles de N2 ici, c'est ceux qui ont déjà réagi, est égal au nombre de moles de H2 sur le coefficient stoichiométrique, mais pareil, c'est le nombre de moles de H2 qui a réagi. Je fais réagir 3 hydrogènes sur un azote, et ça me donne un nombre de NH3 sur son coefficient. Mais c'est le nombre de moles de NH3 fabriqués. Et ça, c'est égal à l'avancement X de la réaction. Il y a donc un lien de proportion entre ce que je perds en réactif et ce que je gagne en produit. Je gagne 2 fois plus d'ammoniac que je perds d'azote, et j'ai un facteur 2/3 entre l'ammoniac que je fabrique et l'hydrogène que je fais disparaître. Ça va? Pas de questions? Voilà, ça c'était un petit peu les généralités. Maintenant, on va passer au paragraphe grand 2. On va regarder graphiquement comment ça évolue au niveau du temps. Donc grand 2, évolution temporelle. Des quantités de matière. Évolution temporelle des quantités de matière. Oui. Oui. Ah, bah oui, c'est toute la partie. Mais non, la partie qui vous manque, c'est juste l'aspect énergétique. Il vous manque une partie du dernier chapitre sur l'aspect énergétique, les satellites et tout, c'était fini, oui. Je vous ai donné des exercices? Ah oui, bah vous voyez, j'ai oublié. On les corrige mercredi. Ah oui, je vous avais donné des exercices du bouquin. Hein 51, 57 ou un truc comme ça? 51, 53? Merci. 51, 57? Bon, de toute manière, je l'ai marqué quelque part, donc je le retrouverai. Voilà, donc je corrige ça, nous allons corriger ça mercredi. Alors, j'avais commencé un petit peu ça, je crois, à la fin du cours. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que toutes les réactions ne réagissent pas de la même manière. Donc, nous, on va s'intéresser à un seul type de réaction, ce que j'appelle les réactions d'ordre 1. On verra ce que ça signifie mathématiquement, ces réactions d'ordre 1, mais pour l'instant, je vais prendre comme catégorie. Vous avez des réactions d'ordre 0, d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4. Il y a même quelques réactions un peu exotiques d'ordre 1,5, 2,5, enfin bref. Ce qui est important, c'est qu'on a plusieurs catégories d'ordre, et la différence entre ces catégories, c'est justement dans la représentation graphique de l'évolution temporelle qu'elle se trouve. C'est différent. Donc nous, on va prendre les réactions d'ordre 1 parce que c'est les plus simples à représenter graphiquement. C'est celles qui sont à votre programme. Il n'est pas complètement impossible que vous ayez une réaction d'ordre 2.
mais ce sera uniquement un traitement graphique. Alors, qu'est-ce que l'on va regarder? On va regarder comment évoluent les quantités de matière de réactifs, les quantités de matière de produits au cours du temps. Et donc, pour ce type de réaction-là, les quantités de matière de produits ont une évolution temporelle qui a toujours la même forme. Ce n'est pas forcément les mêmes valeurs numériques, mais c'est toujours la même forme du graphique. Et la forme du graphique, c'est celle-ci. Donc là, je mets le nombre de moles de produit. En abscisse, je mets le temps. Et on a ce que moi j'appelle une exponentielle inverse, c'est-à-dire quelque chose qui fait ce type d'évolution temporelle. C'est-à-dire une évolution en courbe avec ici une asymptote horizontale. C'est quoi une asymptote horizontale pour ceux qui font des maths? C'est juste ce que vous me dites. Mais il manque quelque chose. Ouais, ouais, c'est ça. Qui s'en rapproche sans jamais l'atteindre. Donc vous avez effectivement la courbe mathématique que vous étudiez, qui se rapproche, on va dire, d'une droite, hein, pour simplifier les choses, et elle s'en rapproche de plus en plus. Mais elle s'en rapproche de plus en plus sans jamais l'atteindre. Mathématiquement, effectivement, elle l'atteint à l'infini. Mais bon, l'infini, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire que, et c'est une des difficultés des graphiques, et notamment dans vos bouquins, ça veut dire que quand vous allez dessiner ça, il faut que la courbe soit toujours de plus en plus proche ici. Je n'ai pas quelque chose où la courbe et l'asymptote vont finir par rester tout le temps à la même distance. Non, ça se rapproche. Ça ne touche jamais, mais ça s'en rapproche de plus en plus. Vous me dessinez ce graphique? Essayez de faire ça au mieux, ne cherchez pas forcément à faire quelque chose de parfait, mais qu'est-ce que ça peut être cette asymptote horizontale en termes de, alors j'allais dire valeur numérique, c'est peut-être pas un bon terme, mais c'est quasiment ça. Qu'est-ce que ça va représenter cette asymptote horizontale? Oui. Ouais, la limite de la fonction. Et concrètement, cette limite de la fonction, ça va être quoi? Oui, monsieur Parfait? Voilà. Hein. En fait, cette asymptote horizontale, ça va être le nombre de moles de produit que j'ai obtenu à la fin de la réaction. Qu'est-ce que je peux tirer de ça par rapport à ce qui se passe dans mon mélange réactionnel? Oui. Ouais. Concrètement, dans mon mélange réactionnel, en regardant ce graphique, je me dis, bah, tiens, au niveau de l'évolution temporelle, ouais, ça va se passer comme ça. Un petit peu comme, vous vous rappelez, quand on avait des courbes ou des équations en mécanique, je dis, voilà, cette équation, qu'est-ce que ça signifie par rapport à notre mouvement? Est-ce qu'on retrouve le mouvement? Là, c'est pareil. Ce graphique, il a une signification concrète. Et cette signification concrète, qu'est-ce que c'est? Regardez la forme. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'arrive ici? Oui. Voilà, l'idée c'est ça. De ce graphique, je peux dire une chose, c'est que quand je suis là, finalement, à partir de ce moment-là, bah, il n'y a pas beaucoup de produits qui sont fabriqués. Hein. Vous voyez, je
monte un petit peu, c'est clair, et puis je vais atteindre tout doucement mon nombre de produits fabriqués, mais sur cette partie finale, j'ai un nombre de moles de produits qui avance tout doucement. Donc là, je suis dans une partie où ma réaction se fait vraiment doucement. Alors que là, j'ai sur cette partie-là une réaction quand même qui se fait beaucoup plus vite. C'est-à-dire que ma quantité de matière de produit fabriqué augmente rapidement sur un temps très court. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que l'évolution temporelle, alors déjà, évidemment, quand j'ai ce graphique-là, je sais que ce n'est pas linéaire, c'est une droite. Donc, ce n'est pas proportionnel. C'est important de voir. Et donc, j'ai ce système-là, et ce système-là me dit qu'au début, ça réagit vite, à la fin, ça réagit doucement. Alors, on aura un chapitre spécifique où on va regarder concrètement, quand je suis dans l'aspect microscopique, d'où ça vient ça. Mais la date de votre épreuve se rapproche, en tout cas s'il n'y a pas de changement d'ici là, et au niveau temps, on est un peu court. Donc je ne vais pas faire trop d'anticipation là-dessus. J'ai une deuxième idée par rapport à ce graphique, qui est liée à l'asymptote horizontale elle-même. Quelle est la caractéristique d'une asymptote par rapport à la fonction, ou d'une fonction par rapport à son asymptote? On l'a dit tout à l'heure. Ouais. Et ouais, la fonction n'atteint jamais la valeur de l'asymptote. Autrement dit, dans mon mélange réactionnel, j'ai une valeur de quantité de matière de produit fabriqué qui peut être vraiment très proche de la quantité de matière finale. Mais jamais je l'atteins. Qu'est-ce que je peux en déduire concrètement? Ouais. Eh ouais. Concrètement, je peux dire que ma réaction n'a pas de fin. Donc je ne pourrais pas mesurer ce qu'est une durée de réaction. Parce qu'elle se finira jamais. Alors le elle se finira jamais, après derrière, ça va être à nous de le définir. Alors avant de reprendre tout ça, d'accord pour les produits? Regardons maintenant ce qui se passe pour les réactifs. Je vais avoir bien sûr quelque chose de similaire, mais d'inversé. Parce que là, on voyait bien que les produits augmentaient en quantité, ce qui est logique. On a vu tout à l'heure que les réactifs, eux, ils diminuent. Donc ma courbe, en fait, elle doit être un peu inversée. Donc pour mes réactifs, je vais avoir ce type de courbe-là. Et donc, la même, puisqu'on a vu qu'ils étaient reliés de manière proportionnelle, mais inversée. Donc je vais avoir quelque chose qui a cette forme-là. Le même type de courbure, toujours pareil, avec une asymptote horizontale, sauf qu'ici, mon asymptote horizontale, elle est à 0. Et bien sûr, la valeur de début de la courbe, c'est la quantité de matière de réactif initial. Oui? Ah, vous me devancez. C'est une question que j'allais vous poser. Vous avez tout à fait raison. Même si je ne l'aurais pas posé sous cette forme-là. Donc, on voit bien à partir de là que les remarques qu'on a pu faire tout à l'heure, elles sont inversées. C'est-à-dire qu'on voit bien que la quantité de matière de réactif à la fin de ma réaction, elle évolue tout doucement. Donc ça veut dire qu'à la fin de ma réaction, j'ai peu de réactions qui se font par seconde. Et puis au début de ma réaction, le nombre de moles de réactifs diminue très vite. Autrement dit, au début de ma réaction, j'ai plein de réactions qui se font en même temps. Puis ça se ralentit. Avec ici une asymptote horizontale à 0, ce qui veut dire mathématiquement que ma quantité de matière de réactif, elle sera jamais nulle. Donc pareil, on retrouve la même idée, ma réaction ne s'arrêtera jamais. Alors, pour les produits, je vous ai dit, les courbes seront toujours identiques.
pour les réactifs, ce n'est pas tout à fait vrai. Là, finalement, quelque part, j'ai mon évolution temporelle de quel type de réactif? Si je regarde ce qui se passe avec mon asymptote horizontal. Oui? Ouais. Ou, si je ne suis pas dans la proportion stoichiométrique, celui-là, c'est lequel? Puisqu'il finit à 0. Enfin, quasiment. Celui-là, c'est le limitant. Donc, effectivement, ce qui va me manquer, c'est l'évolution temporelle du réactif en excès. Et le réactif en excès, bah, lui aussi, il a une quantité de matière qui diminue. Donc, je vais avoir le même. C'est simplement mon asymptote horizontal qui ne sera pas au même endroit. C'est bon, tout le monde l'a pris, le graphique, là? Alors, ça, finalement, soit c'est dans les proportions stoichiométriques, soit ça, c'est le réactif limitant. Alors, pour moi, ça va être plus simple. Pour vous, il va falloir refaire un graphique. Pour le réactif en excès, c'est ça. Et ça correspond au nombre de moles du réactif en excès présent à la fin de la réaction. C'est la même idée, mais l'asymptote horizontale finit pas à 0 parce que c'est un réactif en excès et par définition, il en reste. Il n'est pas très important celui-là. Je n'ai pas souvenir depuis de très nombreuses années un travail sur un exercice de bac où on travaille sur un réactif limitant. La plupart du temps, c'est toujours, pardon, un réactif en excès. La plupart du temps, c'est toujours un réactif limitant. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Alors, il y a un cas de figure que je n'aborderai pas graphiquement. C'est le cas des équilibres chimiques. Parce qu'un équilibre chimique, j'ai du réactif qui disparaît par la première réaction, mais j'ai du réactif qui réapparaît par la deuxième réaction, la réaction en sens inverse. Donc, quand j'ai une réaction qui est sous forme d'un équilibre chimique, mes évolutions temporelles, c'est plus compliqué. Donc, c'est hors programme. On n'étudiera pas les équilibres chimiques. On fera tout le temps des réactions totales, soit dans les proportions stoichiométriques, soit dans les proportions non stoichiométriques, mais des réactions totales. Voilà. Avez-vous des questions sur cette première partie? Non? Alors, dans cette première partie, et dans la plupart, on travaillera uniquement graphiquement. C'est-à-dire que l'équation qui est ici, l'équation, pardon, de la courbe qui est ici, on ne vous la donnera pas. Pour avoir ce graphique, soit on le fait comme dans la planche que vous avez sous les yeux, je vous donne carrément le graphique, et puis vous travaillez avec le graphique, soit je vous donne, comme vous avez fait en TP, un tableau de mesure, et je vous demande de construire le graphique. Mais jamais je vous donnerai l'équation de la courbe de manière à ce que vous la traciez, puis qu'on fasse des calculs derrière. Donc ce sera toujours une courbe expérimentale. On verra simplement dans notre dernier paragraphe, le paragraphe 5, les équations. Mais ce sera vraiment un traitement à part. Voilà. Pas de questions? Alors, je reviens sur mes graphiques. Et je reviens sur le produit. Et mon idée, c'est de faire un traitement graphique avec pour objectif de calculer, dans un premier temps, la durée de la réaction et dans un deuxième temps, ce qu'on va appeler le temps de demi-réaction.
Donc le produit, on a cette forme-là, avec l'asymptote horizontale. Donc vous, ce n'est pas la peine de le faire, vous l'avez déjà. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'exploitation mathématique de l'asymptote dit que la réaction ne finit pas. Donc du coup, si la réaction n'est jamais finie, je suis embêté avec ma durée de réaction. Par définition, ça veut dire que c'est l'infini. Pourquoi je suis embêté avec ça? Eh bien parce que la cinétique chimique a été inventée, travaillée, étudiée, essentiellement pour l'industrie chimique. Quelque part, la partie théorique de la chimie, on se moque un peu de la cinétique. Ce qui m'intéresse, c'est comment se font les réactions, comment je peux les améliorer, etc. Mais l'industriel, lui, s'en moque pas. L'industriel, lui, plus la réaction sera rapide, plus il pourra en faire souvent dans la journée. Donc, plus il va pouvoir gagner de l'argent. Donc, il y a eu de nombreuses études là-dessus, c'est de nombreuses études pratiques. Donc, la durée de la réaction, c'est quelque chose qui est important. Je ne sais pas, imaginez que je veuille fabriquer, alors de l'huile, non, ça ne se fabrique pas de l'huile, mais une molécule colorant. Si j'ai plusieurs manières de fabriquer cette molécule, je vais chercher la manière qui est la plus rentable. Être la plus rentable, il y a quel type de paramètres là-dedans? Oui. Ouais. Alors, il y a déjà effectivement celle qui est moins chère à produire, et donc celle qui est moins chère à produire, ça veut dire que je vais prendre quoi là-dedans? Qu'est-ce qui intervient? Deux éléments. Oui. Voilà. Déjà, mes réactifs, je les paye combien? Et si j'ai plusieurs réactions, ça veut dire que je vais avoir plusieurs types de réactifs, j'aurai tendance à prendre les réactifs les moins chers. Mais le deuxième temps, c'est quoi? Ah oui, il y a ça aussi, vous avez raison. Mais fondamentalement, si je veux fabriquer un corps chimique, finalement, à la fin, quelle que soit ma réaction, je sera toujours le même. Donc, la qualité va résider dans quoi? Pas dans le produit lui-même, puisque c'est la même molécule. Oui. Voilà, dans le procédé de fabrication. Et dans le procédé de fabrication, il y a ça. C'est-à-dire la durée de la réaction. Si avec une certaine réaction, j'ai des réactifs chimiques qui sont plus chers, mais les réactions, je peux en faire 10 dans la journée. Alors que dans une autre réaction, les réactifs sont un peu moins chers, mais je peux faire que 2 réactions dans la journée. La question va se poser. Et pour que je puisse faire ça, il faut quand même que je définisse ma durée de réaction. Et donc, l'idée, c'est la suivante. On va avoir 2 méthodes pour faire ça. Donc, pour comparer les cinétiques chimiques de plusieurs réactions. La première méthode, c'est de dire que, bon, d'accord, ma réaction ne se finit pas. Mais il y a peut-être un moment où elle avance vraiment pratiquement plus. Où elle est quasiment à l'arrêt. Et à ce moment-là, même si effectivement j'ai ma quantité de produit qui continue à augmenter très légèrement au cours du temps, ça ne vaut pas le coup de continuer. Donc, quelque part, l'idée, c'est de dire, voilà, à partir de là, ça ne m'intéresse plus. Trop proche de l'asymptote horizontale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais décider à partir de quand je considère que ma réaction s'est arrêtée. Et se décider à partir du quand, ça veut dire que je vais calculer le rendement de ma réaction. Je vais dire par exemple que quand j'ai 95% de mes réactifs qui ont réagi, bon, ma réaction, je considère qu'elle est finie. Ou alors, je peux dire simplement que c'est 90% des réactifs. Je le fixe par avance et je le dis. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans l'énoncé, on vous dira, voilà, on considère que la réaction s'arrête à 90% au moment où 90% des réactifs ont réagi. Calculez la durée de la réaction. Ou on vous dira, la réaction s'arrête au moment où 95% des produits qu'on espérait sont fabriqués. Calculez la durée de la réaction. C'est clair l'idée? Alors, dans un premier temps, vous notez l'idée, et puis dans un deuxième temps, on va voir comment on fait ça concrètement. Donc, vous notez que une durée de réaction,
une durée de réaction. Et par définition infinie. Une durée de réaction. Et par définition infinie. On peut la calculer. On peut la calculer en se fixant une limite. On peut la calculer en se fixant une limite. C'est-à-dire que l'on supposera, que la réaction s'arrête à partir d'un certain pourcentage, de produits fabriqués. Disons, pour fixer les idées, 95%. Je vais prendre 95%. Bon, après, derrière, ça fait un peu comme ça. Comment je fais maintenant pour calculer la durée de la réaction? Concrètement, vous avez ce graphique-là, et je vous dis, on suppose que la réaction est finie au bout de 95% de produits fabriqués. Calculez-moi graphiquement la durée de la réaction. Ouais. Ouais. Et donc? Voilà. C'est ça l'idée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que j'ai 95% du produit qui est fabriqué. Ben, ça veut dire que j'ai simplement obtenu 95% de la quantité de matière de produit final. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous vous rappelez les calculs théoriques de pourcentage parce que c'est important. Ça veut dire que le nombre de produits fabriqués sur le nombre de produits final, donc celui que je devrais obtenir théoriquement, c'est 95%. 95%, j'espère qu'on est bien d'accord, c'est 95 que divise 100. Et 95 que divise 100, ben, ça fait 0,95. Je fais un produit en croix, ça veut dire que la quantité de matière de produit fabriqué est égale à 0,95 que multiplie la quantité de matière de produit final. La quantité de matière de produit final, c'est quelque chose qu'on obtient en appliquant les proportions stoichiométriques de la réaction. Et ensuite, je fais quoi? Ouais. Voilà. Ici, j'ai mon asymptote horizontale. Globalement parlant, je vais le mettre en vert. Ici, j'aurai 0,95 que multiplie le nombre de produits final. Bon, j'y vais, vous ferez concrètement. Et donc 0,95, ensuite, hop, je regarde à quel point de la courbe ça correspond. Et là, j'ai ma durée de réaction. Pour obtenir 95% du produit que je veux, je vais mettre tant de minutes, ou tant de secondes, ou tant d'heures. Ça va dépendre de ma réaction. C'est clair pour tout le monde, ça? Vous me le mettez sur le graphique? Recommencez pas un deuxième graphique, prenez le premier. Oui?
Ici, voilà, en pointillé, ça c'est, comment dirais-je, la droite qui correspond à 95% de produits fabriqués. Donc, bah, si vous regardez sur les graphiques, ça, c'est quelque chose que vous pouvez tirer comme valeur numérique du graphique. Regardez l'asymptote horizontale. Donc, je regarde la valeur correspondant à leur donnée. Ensuite, cette valeur, je la multiplie par 0,95. Je la place sur mon graphique et je regarde où ça va. C'est clair sur l'idée? Oui. Oui, mais 20% de quoi? Et voilà. Imaginez, je dis n'importe quoi, hein, mais que dans la classe, enfin que dans le groupe de spé physique, il y ait 60% de filles. Mon nombre de filles, c'est pas un pourcentage. On est bien d'accord, vous embêtez pas spécifiquement avec la couleur, hein. Moi c'est pour que ça soit bien au tableau. Vous, c'est sur vos copies, c'est pas pareil. Ça va, c'est fini? Imaginons que maintenant, j'ai pas un produit, mais que ce que vous avez mesuré expérimentalement dans votre TP de chimie, ce soit la quantité de matière de réactif. Comment j'adapte cette méthode avec toujours la même idée de je veux la durée de la réaction si je me place à 95% de produits fabriqués. Donc, regardons ce qui se passe maintenant dans le cadre du réactif. Pour ne pas m'embêter avec les détails, je vais travailler qu'avec le réactif limitant. Donc là, ici, j'ai la quantité de matière de réactif. Et puis là, j'ai le temps. Et du coup, c'est mon asymptote horizontal. Et graphiquement, on a vu que la courbe avait la même forme que l'autre, mais à l'envers. Ici, c'est ce que j'avais comme réactif au départ. Comment je vais faire? Oui? Ouais. Et donc, parce que j'espère qu'on est d'accord, si je cherche à avoir 95% du produit fabriqué, ben là, ici, je ne vais pas prendre 95%. Parce que 95% du réactif, je suis là. Hein. Oui? On va prendre 5%. C'est-à-dire que ici, je vais considérer que ma réaction est finie quand j'aurai fait 95% des réactions. Donc, 95% des réactifs auront réagi. Mais moi, ma courbe ici, ce n'est pas ce qui a réagi qu'on me donne. C'est ce qui reste. Donc, dire que 95% des réactifs ont réagi revient à dire qu'il reste 5% des réactifs. Parce que mon graphique me donne ce qui reste.
Donc ça veut dire que mon équation, c'est quantité de matière de réactif restant sur quantité de matière de réactif initial égale à 5%, c'est-à-dire 0,05. Et après, j'ai plus qu'à faire un produit en croix. Et donc, je fais mon petit calcul. Non, je lui mets tes réactions. Graphiquement, je regarde combien vaut mon point de départ. Je prends 5% de mon point de départ. Je trace la droite correspondant aux 5% de mon point de départ. Et je regarde le point d'intersection avec la courbe. Ça me donne la durée de la réaction. Ça va? C'est clair pour tout le monde? L'avantage, c'est que c'est graphique. Il n'y a pas trop de calcul à faire là-dessus. Il ne faut pas se tromper dans les chiffres, mais c'est tout. Par contre, cette méthode, elle a un gros inconvénient. Même si je dis tout ce qu'il faut pour pouvoir l'appliquer, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Oui. Alors, effectivement, mais je peux l'adapter quand même. Parce que je peux calculer où est mon asymptote horizontal pour le réactif en excès, et je peux calculer 95% de la partie du réactif en excès qui a réagi. Non, c'est beaucoup plus fondamental que ça. Oui, monsieur Caraval? Oui, d'accord, mais ça, je vais quand même supposer que le boulot a été bien fait. Mais oui, ouais, hein, il y a de ça aussi. Ça va être la manière dont je vais faire mon graphique. Non, c'est beaucoup plus fondamental que ça. Si, mais 95%. Moi, je vais le définir à 95%, mais peut-être que dans l'industrie, je ne sais pas moi, allemande, ils vont définir que c'est valable à 98%. Il y a un côté subjectif, j'ai dû choisir quelque chose, et donc ça ne s'applique pas de la même manière partout. Donc on a trouvé une deuxième méthode qui va permettre, et tout le monde s'est mis d'accord là-dessus, alors c'est un consensus, on va dire, international, ça aurait pu en être un autre. Mais tout le monde s'est mis d'accord de je ne vais pas chercher la durée de la réaction parce que finalement, quelque part, mathématiquement, c'est problématique. On va chercher la durée de demi-réaction. C'est-à-dire que l'on va regarder combien dure, bon, on va regarder quelle est la durée nécessaire pour que la moitié du réactif réagisse. Donc on est très loin de la durée de la réaction. Mais au moins, tout le monde est d'accord là-dessus. Et en plus, on verra que mathématiquement, c'est assez simple à traduire. C'est un deuxième avantage. D'accord sur l'idée? Vous mettez ça en définition, parce que c'est plutôt ça que vous allez utiliser. Ça marche aussi, mais on appelle temps de demi-réaction. On appelle temps de demi-réaction. La durée au bout de laquelle on appelle temps de demi-réaction. La durée au bout de laquelle la valeur de l'avancement. La durée au bout de laquelle la valeur de l'avancement est égale à la moitié. La valeur de l'avancement est égale à la moitié de x max. La durée au bout de laquelle la valeur de l'avancement est égale à la moitié de x max. Il est noté, donc le temps de demi-réaction est noté, c'est 1,5.
Donc T indice 1,5. Il est noté T indice 1,5 avec la relation et là, un petit peu comme je vous ai demandé, je vous ai dit de faire attention pour la notion d'équivalence dans un dosage acétobasique. Vous mettez ça en rouge, vous mettez une tête de mort, vous mettez ce que vous voulez. 90% des copies de bac que j'ai corrigées l'ont fait faux. La relation, c'est tout simplement mettre par écrit ce que je vous ai donné. C'est la durée au bout de laquelle l'avancement est égal à la moitié de l'avancement maximal. Autrement dit, ma formule, c'est l'avancement à l'instant t1,5 est égal à la moitié de l'avancement maximal. Voilà ma formule. Bon, elle est logique, hein. C'est mettre en équation la phrase que je vous ai fait écrire. « 90% des élèves du bac m'écrivent ça. Ils me disent que j'ai T1,5 quand je suis à X max sur 2. Ce qui est vrai. Je suis bien à T1,5 quand je suis à X max sur 2. Mais ce n'est pas T1,5 qui est égal à X max sur 2. C'est l'avancement à T1,5 qui est égal à X max sur 2. Ça, en fait, pour être assez rapide, ça, le jour du bac, c'est 0. Donc faites-y bien attention. C'est vraiment une erreur très, très fréquente. Et c'est une erreur que je pense qu'on ne ferait pas. En tout cas, je serais très surpris que 90% des élèves le fassent à tête reposée, tranquille. C'est uniquement parce qu'on est le jour du bac, qu'on est pressé, qu'on a envie de finir, que finalement on écrit les choses sans trop réfléchir. Donc faites bien attention, c'est l'avancement à T1,5 qui est égal à la moitié de l'avancement maximal. Après, finalement, c'est facile à appliquer. Si je reprends mon graphique de produit, j'ai mon exponentielle inverse, j'ai mon asymptote horizontale, et dire que je suis à la moitié de l'avancement maximal, ça veut dire quoi pour le nombre de moles de produit? Ah, rappelez-vous, hein, proportion stoichiométrique, nombre de moles de produits fabriqués sur le coefficient stoichiométrique est égal à X. Ah, c'est ce que je vous ai rappelé tout à l'heure. Et donc, si je suis à X max sur 2, là je suis où? Allez pas chercher des trucs compliqués. Si je suis à X max sur 2, vous vous souvenez ce que ça représente, l'avancement? Concrètement. Ah ouais, si vous avez oublié, c'est moins facile. Je vous rappelle que l'avancement compte le nombre de réactions. Donc l'avancement maximal, ça me dit combien j'ai fait de réactions. Et donc si je suis à la moitié de l'avancement maximal, c'est-à-dire que j'ai fait combien de réactions? Bah, la moitié des réactions. Et donc si je suis à la moitié des réactions, ça veut dire que j'ai fabriqué combien de produits? Bah ouais, la moitié de ce que je devrais avoir à la fin. Oui. Donc ici, au niveau concret, j'ai la même structure, la même idée que pour la durée de la réaction, sauf que je m'applique ça à la moitié de la réaction. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai calculé ça, je me mets à NP final sur 2 et je regarde où est mon T1,5.
Vous voyez, dans mon idée, c'est pareil. Je regarde combien j'ai de produits à la moitié de la réaction et je vois ma durée de réaction, mon temps de demi-réaction. D'accord sur l'idée? Oui. Alors, en fait, on n'utilise pas ça. Pourquoi? Parce que parfois, enfin, c'est pas parfois, souvent, on s'arrête soit un peu avant, soit un peu après. Et la plupart du temps, on essaye de faire ça le plus tard possible. Pourquoi? Imaginez-vous que on est dans du concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais ma réaction dans un bécher, enfin pas dans un bécher, dans une cuve. Hein. Mais imaginons, je fais ma réaction dans un bécher. Plus je vais laisser de réactif, plus je vais avoir de problème pour sortir mon produit. Et mon mélange réactionnel, c'est un mélange réactionnel dans lequel j'ai tout. J'ai mes produits fabriqués, mais j'ai mes réactifs restants. Et donc moi, à la fin derrière, en tant qu'industriel, pour récupérer le produit qui m'intéresse, il faut que je prenne mon mélange réactionnel, et puis il faut que j'en retire le produit qui m'intéresse. Et donc plus je vais laisser de réactifs inoccupés, plus je vais laisser de réactifs qui n'aura pas réagi, plus je vais devoir séparer les réactifs des produits. Et donc plus ça va être compliqué. L'idéal, c'est qu'il me reste tellement peu de réactifs que je le laisse. Oui. Concrètement, est-ce que 100 000 milliards de molécules, c'est beaucoup? 100 000 milliards de molécules. Alors, si je vous pose la question, c'est que la réponse, ça doit être quoi? Ouais, c'est plutôt non. Hein. Rappelez-vous, hein, les fameuses moles, c'est le nombre d'Avogadro, c'est 6 10 puissance 23. Donc, une mole, c'est 600 000 milliards de molécules. 600 000 milliards de molécules. Tout à l'heure, je vous disais, s'il me reste 100 000 milliards, s'il me reste 100 000 milliards, c'est en gros 10 puissance moins 10 mol. 10 puissance moins 10 mol, enfin, vous avez un certain nombre d'expériences avec ça. Hein. 10 puissance moins 10 mol, finalement, quelque part, c'est rien du tout par rapport à ce que vous avez l'habitude d'utiliser dans les réactions chimiques. On utilise du 10-3, du 10 puissance moins 4 mol par litre. Jamais du 10 puissance moins 10. Donc, s'il me reste 100 000 milliards de molécules, c'est comme si elles n'existaient pas. Et puis, ça va bien comme ça. D'accord sur le principe? On est bien d'accord que si j'étais sur les réactifs, ce serait pareil. Mais on fera ça après. Prenez 5 minutes de pause. Mademoiselle Berrivière, vous allez chercher votre devoir. Ça vous l'aurez.
Mademoiselle Verdiane, n'allez pas si loin. Allez, on reprend. Donc, si je le fais avec les réactifs, bah, c'est la même idée. Et puis là, l'avantage, c'est que j'ai pas de problème. La moitié, c'est la moitié. Donc, mon temps de demi-réaction, ce sera le temps au bout duquel la moitié de ce que j'avais au départ a disparu. Et donc, si la moitié a disparu, c'est qu'il m'en reste la moitié aussi. Donc, pour les réactifs limitants, je me place au nombre de réactifs, enfin la moitié du nombre de réactifs que j'avais au départ, et j'ai mon T1,5. J'espère qu'on est bien d'accord. Dans ma réaction, que je travaille avec les produits ou je travaille avec les réactifs, j'obtiendrai forcément toujours le même T1,5, comme j'obtiendrai toujours la même durée de réaction. Quel que soit le corps de la réaction que j'étudie, mon résultat numérique, de toute manière, ça va être le même. Ce qui fait que je vais choisir le corps de la réaction qui est le plus pratique. On va voir tout à l'heure qu'on travaillera non pas en quantité de matière, mais plutôt en concentration. Vous avez remarqué où j'ai mis mon T1,5? Vous vous souvenez à peu près où était le T? Vous vous souvenez, mon T de réaction, c'était à peu près là, à 0,05 que multiplie le nombre de réactifs initial. Et ça me donnait une durée de réaction qui était là. Oui, une question? Ce qui est important de vous remarquer, c'est que la durée de la réaction, c'est pas 2 fois T1,5. Hein. Il n'y a aucune proportion. Le calcul de la durée de réaction et le calcul de T1,5 sont totalement indépendants de l'un de l'autre. C'est des résultats qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc bien se méfier de ça. Voilà sur cette partie. Avez-vous des questions? On va parler maintenant de vitesse de réaction. J'ai plus beaucoup de place. Donc, je vais passer ça. Donc grand 3. Que je vais appeler vitesse volumique de réaction. À votre avis, pourquoi vitesse de réaction? Oui. Ouais. Et donc, oui. Voilà. Plus ma vitesse de réaction va être grande, plus la durée va être petite et inversement proportionnelle. Mais sur le fond, quelque part, c'est ce qu'il faut ici. En fait, je vais avoir exactement le même type d'idée entre la vitesse de réaction et les quantités de matière de réactifs et de produits qu'entre la vitesse de déplacement d'un objet et sa position. C'est la même idée. C'est-à-dire que ma vitesse de réaction va me permettre de caractériser combien de produits je perds toutes les secondes. Quelque part, j'en ai pas vraiment besoin. C'est déjà là. Mais sur fond, je n'ai pas besoin non plus de vitesse de déplacement de la voiture si je connais la position de la voiture. Simplement, c'est une deuxième grandeur qui va nous permettre de dire les choses plus simplement.
c'est facile de comparer les vitesses. Je vais dire qu'une réaction va 2 fois plus vite qu'une autre, comme une voiture peut aller 2 fois plus vite qu'une autre. C'est plus compliqué d'exprimer ça avec des quantités de matière, comme c'est plus compliqué d'exprimer ça avec des distances dans le cas des voitures. Dire qu'une voiture va 2 fois plus vite qu'une autre, c'est plus facile de dire qu'une voiture met une distance 2 fois plus grande dans un même temps. Elle parcourt une distance 2 fois plus grande dans un même temps. Donc, l'idée de la vitesse de réaction est similaire à l'idée de la vitesse de déplacement d'un véhicule. C'est la même chose. Et donc, si c'est la même chose, qu'est-ce que je vais retrouver? Eh ouais, les mêmes formules. Et autrement dit, ma vitesse, je vais l'obtenir avec quoi? Comment j'obtiens une vitesse de déplacement pour une voiture? Ouais, quand même, la formule de base. Bah ouais, on dérive la position. Et donc là, qu'est-ce que je vais dériver? La quantité de matière. Donc on va retrouver les mêmes équations, même si on va les traiter de manière plus simple et plus graphique dans ce paragraphe-là. Après, dans le paragraphe grand 5, comme je vous le disais tout à l'heure, on va revenir vraiment aux maths. Mais dans mes 4 premiers paragraphes, on va rester sur la partie graphique. Quand on avait travaillé sur les vitesses de déplacement, j'avais distingué 2 vitesses. Vous vous souvenez lesquelles? Il y avait 2 types de vitesses. Vous avez oublié tout ça? Oui. Ouais. Et l'autre? Alors, pas lente, mais c'est l'idée. Il y avait les instantanés, c'est-à-dire la vitesse qu'avait votre objet à un moment donné, et puis il y avait les vitesses moyennes, le fameux V égale D sur T, que j'utilisais en seconde et en première, tout simplement parce qu'en seconde et en première, les dérivés, vous ne saviez pas ce que c'était, donc il fallait bien faire comme on pouvait, et qu'on utilisait quand même encore cette année, tout simplement parce que la vitesse moyenne et la vitesse instantanée, c'est la même si ma vitesse est constante. Donc là aussi, je peux parler d'une vitesse moyenne et d'une vitesse instantanée. Je vais passer très vite sur la vitesse moyenne. Un petit peu comme en mécanique, je suis passé très vite sur la vitesse moyenne parce que ce qui m'intéresse, c'est les vitesses instantanées, c'est les vraies vitesses quelque part. Enfin, on va en parler un petit peu quand même. Et puis il y a ça. Je n'ai pas parlé de vitesse de réaction, j'ai parlé de vitesse volumique de réaction. Et ça fait une très grande différence. Pourquoi j'ai parlé de vitesse volumique? Et ça, on va le noter tout à l'heure. C'est parce qu'on va se limiter aux réactions en solution aqueuse. Et dans les solutions aqueuses, vous vous rappelez, parce qu'on a fait quand même suffisamment de TP là-dessus, ce n'est pas les quantités de matière que je mesure. C'est quoi? Dans une solution aqueuse, quelle est la grandeur que j'utilise, que ce soit en pH, que ce soit en conductimétrie? Oui. Alors, pas tout à fait le volume, mais c'est lié à ça. Le mot vitesse volumique, en fait, il est pas très expressif. Mais alors, la formule du pH et tout, c'est lié à quoi? Oui. Eh ouais, à la concentration. Quand on est en solution aqueuse, ce n'est pas les quantités de matière. Je ne vous en ai pas fait calculer beaucoup des quantités de matière. Par contre, on a calculé beaucoup de concentration. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est que comme on va se limiter aux études de solution aqueuse, on va travailler essentiellement en concentration. Et là, j'espère que ce coup-ci, quand même, vous en souvenez, le rapport entre concentration et nombre de moles, c'est de dire que la concentration, c'est le nombre de moles que divise le volume. D'où l'idée de vitesse volumique, c'est-à-dire de vitesse par volume. Et donc, ça me permet de faire le lien entre les quantités de matière et les concentrations. Si j'avais une quantité de matière uniquement et pas une concentration, je parlerais de vitesse de réaction, tout simplement. D'accord sur l'idée? Allez, on résume tout ça. Vous me notez. On se limite aux réactions qui ont lieu. On se limite aux réactions qui ont lieu en solution aqueuse. On se limite aux réactions qui ont lieu en solution aqueuse. Dans ce cas, on utilisera
on utilisera la concentration des corps. Dans ce cas, on utilisera la concentration des corps au lieu de leur quantité de matière. On utilisera la concentration de ces corps au lieu de leur quantité de matière. Est-ce que ça change mes courbes? En fait, la réponse est ambivalente, oui. Parce que concrètement, ce qu'on a fait nous en TP et en exercice, dans le cadre des solutions aqueuses, c'est mesurer des concentrations. Donc, je pourrais garder les quantités de matière, mais ça vous demanderait de faire un calcul en plus. C'est-à-dire qu'à partir des concentrations, on multiplie par volume pour avoir la quantité de matière et ensuite on fait le travail. Parce qu'à chaque fois, en TP, ce qu'on a mesuré, c'est les concentrations. Donc finalement, puisqu'on mesure des concentrations et qu'on va voir qu'en termes de méthode, ça ne change rien, ben, je vais appliquer directement les concentrations. Je pourrais garder les quantités de matière, ça ne pose aucun problème. C'est juste un choix pour être plus près des expériences. Alors, j'en reviens à ce que je demandais. Est-ce que ça change quelque chose pour mes courbes? Ben, la réponse est oui et non. Non, ça ne change rien. Je vais avoir les courbes qui ont la même forme. Par contre, oui, ça change un peu. Je n'ai pas les mêmes valeurs numériques. Une quantité de matière et une concentration, ce n'est pas les mêmes chiffres. Donc les chiffres vont changer. Les unités vont changer. La quantité de matière était en mol, la concentration est en mol par litre. Mais par contre, la forme de la courbe ne change pas. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi je sais que la forme de la courbe ne change pas? Elle ne change pas à cause de ça. Là, j'ai les réactifs. C'est pour ça que j'ai insisté plusieurs fois là-dessus. La concentration, c'est le rapport du nombre de moles sur le volume total de votre liquide. Et ça, c'est une constante. Autrement dit, concentration et nombre de moles, c'est deux choses qui sont proportionnelles. Et si elles sont proportionnelles, ça ne change pas la géométrie de la fonction. Ça change les valeurs numériques de la fonction, mais ça ne change pas les géométries. Donc, tout à l'heure, dans mon paragraphe en 2, pour vous présenter l'idée, je suis en quantité de matière. Par rapport à ce que je vais faire ici, il n'y a rien qui change, sauf que je mettrai ici une concentration et ici une concentration. Vous voyez, j'ai exactement la même forme de courbe. Ce qui va changer, c'est les valeurs numériques. Mais ça, par contre, ça ne changera pas. Le T1,5 que je calcule en concentration ou en quantité de matière, ça va être le même. La durée de la réaction, que je sois en concentration ou en quantité de matière, ça va être la même parce que la forme de la courbe est la même. Je n'ai pas le même chiffre. En quantité de matière, par exemple, j'ai 10 puissance moins 3 mol, alors qu'en concentration, j'ai 5 10 puissance moins 2. Ce n'est pas les mêmes chiffres sur l'axe des ordonnées. Mais comme la courbe est proportionnelle, c'est les mêmes chiffres sur l'axe des axes. Oui. Ah, parce que c'est pour dire concentration de réactifs. Rappelez-vous que le terme concentration, il n'est pas dans le R, il est dans les crochets. C'est les crochets qui veulent dire concentration. D'autres questions par rapport à ça? Donc vous notez les propriétés. La concentration et la quantité de matière étant proportionnelles, la concentration et la quantité de matière étant proportionnelles, leurs courbes ont la même forme. La
concentration et la quantité de matière étant proportionnelles, leurs courbes ont la même forme. Les méthodes de calcul, leurs courbes ont la même forme. Les méthodes de calcul de durée de réaction, les méthodes de calcul de durée de demi-réaction et de temps de demi-réaction, les méthodes de calcul de durée de réaction et de temps de demi-réaction sont identiques. Et de temps de demi-réaction sont identiques. Et j'insiste dessus, hein, et donnent le même résultat. Ils sont identiques et donnent le même résultat. C'est normal, ils sont identiques. Avec ce qu'on vient de dire, imaginez que, je dis n'importe quoi, hein, c'est vraiment tout à fait au hasard, imaginez que, voilà, ici j'ai un instant que j'appelle T1, ici j'ai un instant que j'appelle T2, je veux la vitesse moyenne de réaction entre T1 et T2. Finalement, qu'est-ce que ça va exprimer, cette vitesse de réaction? Ouais. Ouais, pour le produit, ou celle qui va disparaître pour le réactif. Autrement dit, ce que ça va exprimer, c'est combien je perds de... Alors, on va travailler avec notre truc, combien je perds de concentration par seconde. C'est ça que ça va me donner. De la même manière que quelque part, la vitesse de déplacement d'un objet me dit de combien de distance je me déplace par seconde. Là, ça va me dire combien de moles se déplacent par seconde. Et donc, je vais faire comment? Je vais dire que je vais obtenir la même chose. Hein. Je vais vous le faire noter après. Hein. Ce que je vais appeler la vitesse moyenne, volumique, avec ce que j'ai là, ça va être la concentration de mon réactif à T2, moins la concentration de mon réactif à T1, sur T2 moins T1. Position du système à T2 moins position du système à T1, autrement dit distance entre les deux positions sur T2 moins T1. C'est la même idée. D'accord sur le principe? Mais du coup, ça m'appelle deux remarques. La première remarque, c'est que je ne vais pas avoir qu'une seule vitesse. Il va falloir que j'en définisse deux. Pourquoi je vais devoir en définir deux? Eh bien parce que j'ai deux types de corps chimiques dans ma réaction. Qu'est-ce que j'ai comme type de corps chimique? Ouais. Ah bah ouais, les produits et les réactifs. Donc, soit je vais étudier un réactif et je vais devoir calculer sa vitesse de disparition. Soit je vais étudier un produit et je vais devoir calculer sa vitesse de fabrication. On va appeler sa vitesse d'apparition. Mais ça ne va pas être la même chose. Soit j'ai quelque chose où j'en ai moins en moins, donc je vais dire qu'il en disparaît tant par seconde, soit j'ai quelque chose où j'en ai de plus en plus, et je vais dire que j'en ai fabriqué tant par seconde. C'est le même processus, mais ce n'est pas la même idée. Et ça va se traduire comment ça? Il y en a un qui disparaît et il y a l'autre qui apparaît. Quelle va être la différence des deux que je vais avoir en termes de vitesse? Qui va me poser un problème technique. Mes réactifs, j'en ai de moins en moins. Ça va me donner quel type de chiffre? Eh ben ouais, négatif, parce que ça, c'est plus petit que ça. Alors que l'équivalent dans les produits, ce sera la même formule, hein, avec un P au lieu de R. Et là, ce serait positif. Parce que pour les produits, ça, ce serait plus grand que ça. Oui.
Donc fondamentalement, je vais avoir quelque chose auquel il va falloir que je fasse attention. Les réactifs disparaissants, j'en ai de moins en moins, ça me donnerait un chiffre négatif, il va falloir que j'y fasse attention. Et les produits, je vais en avoir de plus en plus, donc là, ça me donne un chiffre positif, et là, pour une vitesse, c'est plutôt bon. Donc je vais séparer les deux éléments. D'accord sur le principe? Vous me notez ça? Hein, propriété? Vous mettez que dans une réaction chimique, les réactifs et les produits ne sont pas traités. Les réactifs et les produits ne sont pas traités de manière identique. Ne sont pas traités de manière identique. On parlera de vitesse volumique. On parlera de vitesse volumique d'apparition de produits. On parlera de vitesse volumique d'apparition de produits. Et de vitesse volumique, on parlera de vitesse volumique d'apparition de produits et de vitesse volumique de disparition de réactifs et de vitesse volumique de disparition de réactifs. On a les formules suivantes. On a les formules suivantes. Quatre formules. Je commence par travailler pour les produits. Pour les produits, j'ai une vitesse moyenne, vitesse volumique moyenne. Bon, c'est la formule que je vous ai donnée. La vitesse volumique moyenne, la vitesse de réaction, c'est comme la vitesse d'un véhicule. Je mets la lettre petit v. Attention, pour ceux d'entre vous qui jouiez un petit peu sur les notations, je mets un V minuscule. Parce que si je mets un V majuscule, qu'est-ce que je vais avoir comme problème? Ouais, le volume, je l'appelle V majuscule aussi. Donc là, ici, il faut que je fasse attention. Donc bien garder le V minuscule. Donc V minuscule, ça va me donner concentration du produit à l'instant T2 moins concentration du produit à l'instant T1 sur T2 moins T1. Ça, c'est la vitesse moyenne. Elle est à votre programme. Il faut avoir l'idée de ce que c'est, mais on ne l'utilisera jamais. En tout cas, moi, je ne l'utiliserai jamais. Je suis surpris que le jour du bac, vous ayez un exercice là-dessus. Et puis, celle qui est importante, la vitesse volumique instantanée. Et là, c'est une dérivée. La vitesse volumique instantanée d'apparition d'un produit, c'est la dérivée de la concentration par rapport à la variable temps. Exactement la même formule que pour la vitesse de déplacement.
Des questions sur l'idée? Non, ça va? Maintenant, regardons pour les réactifs. Alors moi, j'ai triché là. Pour les réactifs, c'est exactement la même formule. Sauf que, et attention là, c'est vraiment très important, une vitesse, c'est comme en mécanique, hein, une vitesse, c'est compté positivement. Donc, comme mon quotient est négatif, pensez bien à me mettre le signe moins devant. La vitesse de disparition d'un réactif, c'est moins concentration à l'instant T2 moins concentration à l'instant T1 sur T2 moins T1. Et même chose, alors je termine, je vous donne la parole après. Même chose pour la vitesse volumique instantanée de disparition d'un réactif. Mon passage à limite conserve le signe moins. Bien faire attention à laisser signe. Mademoiselle Bérézia? Voilà. Non, non. Les vitesses des produits et les vitesses des réactifs sont toutes les deux positives. Mais pour avoir des vitesses positives dans le cas des réactifs, je suis obligé de tricher et de mettre un signe moins. Parce que, par définition, je préfère dire qu'une vitesse est donnée par un chiffre positif. Hein, vous vous rappelez que même si votre voiture est en train de reculer, sa vitesse c'est quand même du, je sais pas moi, du 30 km par heure, et pas du moins 30 km par heure. Donc, on garde cette même idée qu'en mécanique, à savoir qu'une vitesse devra être exprimée par un chiffre positif. Et donc, quand ce n'est pas le cas, tu mets un signe moins. Quelque part, on pourrait faire simple en mettant une valeur absolue. Mais bon, on n'aime pas trop. Oui. Parce que, rappelez-vous que ça, c'est un passage à limite de ce truc-là. C'est la limite quand T2 tend vers T1. Autrement dit, si ici j'ai quelque chose qui est tout le temps négatif, ma dérivée, elle sera négative. Ouais, même si on dérive que la concentration. Et ça va être négatif pourquoi? Parce que ma concentration, c'est une fonction décroissante. Vous vous rappelez, en maths, une fonction décroissante, sa dérivée est négative. Alors, d'autres questions sur cette partie-là? Non, c'est bon pour tout le monde? Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, sauf dans le paragraphe grand 5, donc on fera vendredi, peut-être mercredi, mais ça va dépendre du temps qu'on va passer pour la correction des exercices. Sauf dans le paragraphe grand 5, on fera du traitement graphique. Autrement dit, la dérivée, parce que je vais travailler qu'avec les vitesses instantanées, la dérivée, je ne vais pas la faire. Comment on traduit graphiquement une dérivée? Que ce soit en maths ou en physique. Oui? Ouais, c'est ça, avec une tangente. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez prendre le graphique, tracer une tangente, calculer le coefficient directeur de la tangente. C'est ça l'idée. C'est bon, tout le monde a fini de noter là? Donc vous notez la propriété de ce que je viens de vous dire? Donc vous notez que la vitesse volumique instantanée sera calculée graphiquement. La vitesse volumique instantanée sera calculée graphiquement en recherchant le coefficient directeur, sera calculé graphiquement en recherchant le coefficient directeur de la tangente à la courbe
en recherchant le coefficient directeur de la tangente à la courbe à l'instant étudié. De la tangente à la courbe à l'instant étudié. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais commencer par la partie simple, les produits. J'ai ma courbe. Qui va me donner la concentration du produit en fonction du temps. Et comme vous voyez, tout de suite, je prends une courbe plus grande. Et donc, la fonction mathématique, c'est mon exponentielle inverse. C'est en gros cette forme-là. Avec mon asymptote horizontale, qui est à peu près par là. Alors, avant de faire le dessin, regardez bien. Imaginez que je vous dise, on va commencer par la partie quelconque, et puis ensuite, on verra un cas particulier qu'on retrouve souvent. Imaginez que je vous dise, voilà, trouvez-moi la vitesse de la réaction à t égale 5 minutes. Donc, graphiquement, vous regardez où se situe petit t égale 5 minutes, c'est ici. Je vais appeler T1. Donc, ici, ça veut dire que le point de la tour qui correspond à cet instant-là, c'est lui. Voilà le point de la concentration du produit à t égale 5 minutes. Ça me donne la concentration. Moi, je veux la vitesse de réaction. Donc, je vais tracer la tangente à la courbe avec la méthode habituelle. C'est quoi la méthode habituelle? Comment on fait pour tracer une tangente? Oui. Ah ouais, ça marcherait aussi. Peut-être un peu compliqué dans le cas qui est ici. Mais c'est vrai que ça marcherait aussi. Là, ici, je vais tracer la méthode des tangentes, un petit peu comme on avait fait en mécanique, vous vous rappelez, c'est-à-dire je cherche la courbe qui est, alors le terme technique qu'on retrouve dans un bouquin, c'est qui est, je cherche la droite qui est posée sur la courbe. C'est-à-dire que vous mettez votre règle et vous essayez de faire en sorte de tracer la droite qui touche la courbe au point où je l'ai étudié. Donc ça fait un truc assez éclat. Attendez, avant de dessiner. Ça, c'est une droite. Je veux le coefficient directeur de la droite. Donc le coefficient directeur de la droite, je ne sais plus, vous, c'est y égale ax plus b, l'équation d'une droite, ou mx plus p? Ax plus b plutôt. Donc je cherche petit a. Et vous vous rappelez, pour chercher petit a, je prends ma droite. Sur ma droite, je choisis 2 points. Et je dis que mon coefficient directeur, c'est y de b moins y de a sur x de b moins x de a. C'est-à-dire que mon point A, ici, c'est ce que mon équation appelle y de a. Ici, c'est ce que mon équation appelle y de b. Là, j'ai x de a. Et là, x de b. Et attention, par rapport à certaines méthodes qu'on a vues ensemble dans des traductions graphiques, ce n'est pas une droite moyenne. Donc là, les points A et B, ils ne sont pas sur mon tableau de mesure. Je vais être obligé de les prendre sur mon graphique. Concrètement, qu'est-ce que vous avez intérêt à prendre, vous, si c'est possible? Bon, ça, vous l'avez déjà fait quand même. Ouais, c'est un petit vous dire. Ce que je vous recommande de prendre là-dedans, on est bien d'accord, hein, vous avez du quadrillage. Ce que je vous recommande de prendre pour les points A et B, c'est des points d'intersection de quadrillage, si c'est possible.
Et pour être tout à fait honnête avec vous, quand moi j'étais en terminale, j'ai truqué un peu ma tangente. Pour que mes points A et B, ils passent par des points d'intersection de quadrillage. En général, il ne faut pas beaucoup. Ça marche bien. Ah, mais je ne vous ai rien dit. Il ne faut pas répéter des trucs comme ça aujourd'hui. Oui. Donc je m'arrange pour que A et B soient faciles à mesurer. Si ce n'est pas le cas, bah, on fait au mieux de ce qu'on peut. De toute manière, c'est un traitement graphique. Et vous rappelez, même si c'est un bac par écrit, un traitement graphique, on vous accorde quand même en général 10% de marge d'erreur. Et 10% de marge d'erreur, c'est quand même pas mal. Vous me dessinez ça? Des questions sur la méthode ou c'est bien clair pour tout le monde? Dès que vous avez fini le graphique, faites-moi l'exercice 1 de la planche que je viens de vous distribuer. Et pour ceux qui nous regardent, la planche, je vais vous mettre en pièce jointe sur le message. Alors moi, j'aime bien, mais vraiment, c'est personnel, c'est pas une obligation. J'aime bien qu'il y en ait un qui soit avant, un soit étudié, et l'autre après. Mais concrètement, mathématiquement, c'est pas une obligation.
Vous avez trop bien fait, pourquoi? Bah parce qu'en fait, vous avez fait ça. D'accord? Mais moi, quelque part, la vitesse. Ça fait bizarre. La vitesse finale, c'est quoi? Ben, rappelez-vous ce que je vous ai mis dans votre graphique. La vitesse, pardon, la quantité matière finale, c'est l'asymptote horizontale. C'est pas la dernière valeur. C'est vers quelle valeur elle va tendre. Donc en fait, je pense qu'on est à peu près d'accord. Hein. L'asymptote horizontale, manifestement, ça va être ça.
corrige les premières questions, parce que là, je n'aurai pas le temps de tout corriger. Donc ça aussi, vous me le rappellerez mercredi, hein, qu'on corrige ce truc-là. Donc ici, pour la première question, faites attention, ce que je vous disais, c'est que la valeur finale de la concentration, c'est la valeur de l'asymptote horizontale. Donc dans des graphiques comme ceci, il faut estimer où est votre asymptote horizontale. Il y a des graphiques où la courbe est donnée de manière plus simple. Donc l'asymptote horizontale est facile. Là, vous voyez, votre courbe, elle n'est pas vraiment finie. Mais, bon, en prenant cette asymptote horizontale, ça marche bien. Ensuite, le graphique. Là, je vais vous demander de faire très attention. Regardez bien systématiquement les unités. Parce que, en concentration, enfin, on n'a fait que ça. Vous, comme moi, on a travaillé en mol par litre. Il y a des graphiques où ils ne veulent pas s'embêter avec les 10 puissance moins 3. Ils mettent des millimoles par litre. Et en plus, quand vous écrivez millimol, quand on lit un peu rapidement, on ne voit même pas le deuxième M. Et du coup, on oublie qu'ici, bah, si c'est des millimoles, il faut se mettre en 10 puissance moins 3. Donc, faites bien attention. Voilà, vous faites coucou, etc. Puis ensuite, donc, faites bien attention aux unités. Là, ici, c'est des moles par litre, il n'y a pas de problème. Mais ici, j'ai dit à plusieurs d'entre vous, c'est des minutes, il faudra passer en secondes. Donc là, en l'occurrence, bah, vous tracez votre asymptote horizontale. Le graphique est assez simple. Vous avez ici 8 10 puissance moins 3 moles par litre. Je ne vous l'écris pas parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Si j'ai une concentration finale de 8 10 puissance moins 3 moles par litre, vous vous rappelez, je dois faire concentration de I2 que divise 2 pour avoir le temps de demi-réaction, qui est le temps au bout duquel j'ai fabriqué la moitié de la valeur finale. Ça vous fait du 8 10 puissance moins 3 sur 2, ça vous fait du 4 10 puissance moins 3 moles par litre. Et donc, mon temps de demi-réaction, je fais mon calcul. Et attention, dans les questions, bien faire apparaître le calcul avec la justification. J'ai le temps de demi-réaction, je calcule la durée nécessaire pour faire apparaître la moitié du diode. Et après, derrière, une fois que vous avez fait vos calculs, vous faites le travail graphiquement. Et la plupart du temps, le jour du bac, on vous donne une feuille à rendre avec votre contrôle de manière à ce que vous mettiez votre tracé graphique. Donc, vous mettez bien ici le 4 10 puissance moins 3, le trait qui correspond au 4 10 puissance moins 3 et la recherche du temps de demi-réaction. Et ici, quand vous faites le calcul, là, même s'il y a une petite marge d'erreur qui est acceptée, là, ça suit les traits, je pense que ça va assez bien. On obtient un temps de demi-réaction égal à 25 minutes. Vous pouvez le mettre en secondes si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation parce qu'ici, il n'y a pas de calcul à faire. C'est juste une valeur numérique. Donc 25 minutes, vous pouvez le laisser tel quel. Vous avez des questions sur ces deux premières parties? Ça va? C'est bon pour tout le monde, ça? Ensuite, calculer la vitesse d'apparition du diode. Eh ouais, c'est une très mauvaise question, ou plus exactement, elle est très mal posée. Pourquoi elle est très mal posée, cette question? Oui? Eh ben ouais. Est-ce que c'est la vitesse moyenne ou est-ce que c'est la vitesse instantanée? Alors, comment on fait pour savoir si c'est la vitesse moyenne? Bah, vous vous rappelez, c'est ce qu'on a vu, hein, la vitesse moyenne, c'est entre deux instants. Donc, si on vous demande une vitesse moyenne, on vous dira calculer la vitesse moyenne d'apparition du diode entre tel instant et tel instant. Là, on vous dit de calculer finalement deux vitesses, à t égale à 0 et une à t égale 25 minutes. Et donc, à ce moment-là, c'est des vitesses instantanées. Donc, c'est la méthode que je vous ai donnée. Je fais une tangente et je recherche son coefficient directeur. La vitesse à t égale à 0, c'est vraiment un grand classique. Bon, c'est un grand classique qu'on corrigera mercredi. Pensez bien à me rappeler qu'il faut qu'on finisse cette application-là. Donc, mercredi, il n'y a pas de TP. Ouais. De toute manière, on n'aura pas de TP de chimie avant les vacances de mars. Donc, la blouse, ce sera après les vacances.